Nous vous invitons à découvrir un domaine peu connu qui demeure caché sous nos pieds. Parcourons la région Centre-Val de Loire pour plonger au cœur de ces nappes d'eau souterraines. La Loire, le plus long fleuve de France, est un élément essentiel du territoire. Parmi les autres grands cours d'eau, on compte ensuite ses principaux affluents, le Cher, l'Indre, la Vienne et le Loir. Partons au sud-est de la région, près de Saint-Amand-Montrond. Lorsqu'il pleut abondamment, les eaux ruissellent sur le sol et si celui-ci est suffisamment gorgé d'eau, elles s'infiltrent en profondeur dans le sous-sol. Dans le sud-est de la région, le sous-sol est constitué essentiellement par des sables et des grès qui permettent à l'eau de s'écouler. L'eau s'infiltre d'abord dans les premiers mètres du sous-sol qui correspondent à la zone non saturée. Et lorsqu'elle atteint une couche géologique imperméable, l'eau s'accumule et constitue une zone saturée en eau, c'est l'aquifère. Le terme de nappe souterraine désigne l'eau contenue entre les grains de la roche ou dans ses fissures et le terme d'aquifère désigne le réservoir géologique saturé en eau. Le tube d'un forage a des fentes qui permettent à l'eau de rentrer, c'est la crépine. On peut mesurer le niveau d'eau de la nappe à l'aide d'une sonde qu'on met en place dans le forage. C'est ainsi qu'on établit le niveau piézométrique de la nappe souterraine. La nappe s'écoule horizontalement. Lorsqu'elle passe sous une couche argileuse imperméable, l'eau ne peut plus monter. La nappe est bloquée et devient captive. Elle s'écoule alors très lentement. Dans cette nappe captive, l'eau va donc se trouver sous pression. Si on fait un forage à travers la couche imperméable, l'eau va monter dans le tube et s'il y a assez de pression, elle peut même jaillir spontanément à la surface. On dit alors que le forage est artésien. Dans une zone située entre les villes de Châteauroux et de Bourges, nous allons découvrir un aquifère d'un autre genre. Descendons maintenant le cours du Cher. Cette rivière traverse à présent la Champagne berrichonne. Le sous-sol est constitué par une roche calcaire. Elle est souvent fissurée, de sorte que l'eau peut s'infiltrer et s'écouler facilement. Dans ce secteur, la nappe est généralement libre et alimentée par les eaux de pluie. La nappe alimente la rivière grâce à des sources ou de manière diffuse à travers le lit du cours d'eau. Pour connaître le sens d'écoulement de la nappe, les hydrogéologues réalisent simultanément des mesures du niveau de la nappe au niveau de plusieurs forages. Cela permet de tracer des courbes d'égale altitude de la nappe et d'aboutir ainsi à une carte piézométrique. La lecture de celle-ci indique les sens d'écoulement de la nappe. En effet, le moteur de l'écoulement est la gravité. On voit bien ici que la nappe s'écoule vers le Cher, qui constitue un point bas. Si l'on poursuit la descente du cours de la rivière jusqu'à sa confluence avec la Loire, on rejoint alors l'agglomération de Tours. En Touraine, l'hydrogéologie est marquée par la superposition de deux nappes d'eau souterraines très importantes. Le premier aquifère le plus proche du sol, c'est la nappe de la craie du Cénoturonien. La roche est crayeuse, c'est-à-dire qu'elle ressemble au calcaire et est souvent fissurée. La nappe est libre et s'écoule vers les cours d'eau, le Cher et la Loire. Pour exploiter l'eau, une pompe est plongée dans le forage. La nappe de la craie est exploitée surtout pour des usages agricoles, pour l'irrigation des cultures notamment. Le deuxième aquifère, c'est la nappe des sables du Cénomanien, qui se trouve à environ 100 mètres de profondeur. Il est constitué de sable et se trouve sous couverture d'une formation argileuse peu perméable. La nappe est donc captive. La vitesse d'écoulement de l'eau y est très faible et son renouvellement aussi. L'âge des eaux a été estimé à plus de 10 000 ans. L'eau de la nappe est de très bonne qualité car elle est protégée vis-à-vis d'éventuels polluants liés aux activités humaines, ce qui fait de cet aquifère une réserve stratégique pour l'eau potable. Malheureusement, en raison d'une surexploitation, le niveau de cette nappe a baissé au cours des années 90. Des mesures de gestion ont donc été mises en place depuis plusieurs années afin de réduire les quantités d'eau qui sont prélevées. Remontons maintenant le cours de la Loire jusqu'à l'agglomération d'Orléans. L'aquifère est ici constitué par une roche calcaire très fissurée et karstique, c'est-à-dire affectée par un réseau de cavités souterraines. La nappe d'eau souterraine est libre et se trouve à une faible profondeur dans le secteur du Val. Son niveau piézométrique se trouve en général entre 3 et 5 mètres de profondeur par rapport au sol.
Dans le Val d'Orléans, les eaux de la Loire s'infiltrent en grande quantité vers la nappe souterraine, notamment dans le secteur de Jargeau. Le fleuve et la nappe sont étroitement liés. Le caractère karstique de l'aquifère permet des écoulements très rapides de la nappe, à des vitesses de l'ordre de 200 à 300 mètres à l'heure environ. La nappe s'apparente alors presque à une rivière souterraine, et c'est un cas particulier. La nappe s'écoule en direction d'Orléans et son émergence la plus connue est la source du Bouillon qui donne naissance au Loiret. La Beauce s'étend au nord d'Orléans. C'est un vaste plateau où dominent les grandes cultures céréalières qui en font un grenier à blé pour la France. Le sous-sol est également constitué par des calcaires fissurés et parfois karstiques. L'essentiel des eaux de pluie s'infiltre dans le sol et le sous-sol. Au contact d'une formation argileuse, l'émergence de la nappe souterraine peut donner naissance à une rivière. C'est le cas de la rivière de la Cauny près du village de Cauny-Molitard. En période estivale, le niveau de la nappe baisse car elle est fortement sollicitée pour l'irrigation des cultures. Le débit de la source principale qui alimente la rivière diminue alors. Afin d'éviter la surexploitation de l'aquifère et le tarissement des sources, des mesures de gestion ont dû être mises en place à la fin des années 90. À travers ce dernier exemple, on comprend bien le rôle primordial des nappes pour qu'il y ait toujours de l'eau dans les rivières et pour la faune et la flore qui en dépendent. Même si on ne les voit pas, les nappes d'eau souterraines sont essentielles.